Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. Comme il y a la période des champignons, des vendanges, des soldes, il y a celle des sommets internationaux qui bat son plein en ce moment. Ça a commencé à Rome avec le G20 et ça continue désormais à Glasgow avec la COP26, le sommet sur le climat. Et le moins qu'on puisse dire est que les engagements pris lors de ces sommets ne sont pas toujours respectés, fût-ce des années après. D'où notre premier débat, G20, COP26, les sommets internationaux servent-ils à quelque chose? Ça a monté, vous êtes désormais 3% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, les réseaux sociaux et le 0826 300 300. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Tiens, on va commencer par le G20. Le G20 a promis la taxation des multinationales. Ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que c'est pas déjà une promesse de Gascon ? Déjà, c'était une promesse qui avait été formulée bien avant le G20, puisqu'elle remonte à octobre 2020, un autre sommet, l'Assemblée générale de l'OCDE, au cours duquel les économies dites émergentes, anciennement émergentes, développées, comme on avait coutume de le dire, se sont mis d'accord sur cette décision qui devait être validée par les membres du G20. Donc en fait, c'est pas une décision qui a été prise par le G20, c'est une décision qui a été formulée pendant de nombreux mois à travers une multitude de précédents sommets, puisque le G7, autre instance qui avait été appelée à la rescousse, puisqu'il y avait déjà eu quelques différences d'appréciation, avait été mobilisé. Donc on voit bien que ces sommets, en fait, se répondent l'un à l'autre, et d'une certaine façon ne répondent plus tout à fait au but initial qu'il s'était donné. Le G20 avait pour ambition de servir de caisse de résonance des pays dits occidentaux pour leur dialogue avec les pays de l'Est. Or, on a bien vu à Rome que ni le président Vladimir Poutine, ni le président Xi Jinping n'ont fait le déplacement. Ils n'ont pas d'ailleurs fait le déplacement non plus à Glasgow. Et le président Recep Tayyip Erdogan a décidé au dernier moment de ne pas se rendre de Rome à Glasgow. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de désorganisation des relations internationales qui correspond en fait à une autre réalité. C'est que le multilatéralisme ne fonctionne plus, tout simplement parce que ça ne fonctionne plus à l'ONU. Et c'est logique que les sommets qui ont vocation à, d'une certaine façon, séquencer avec un certain nombre d'acteurs, 5 à partir de 1975, puis 8, puis 7, avec le départ de la Russie et les 20 pays et économies émergentes. On pourrait ajouter une autre instance dont on parle peu, mais qui monte aussi, qui est le groupe des 77 pays émergents. On voit bien que tout cela correspond à une sorte de zone nébuleuse où l'ONU, en fait, est remise en cause dans son utilité. Philippe Bilger. À propos de Rome, j'ai appris, je ne le savais pas, c'est un détail bien sûr, mais qui montre le peu de crédit qu'a la France, que le président Biden avait fait attendre Emmanuel Macron pendant 1h30. Oui, c'est vrai. C'est un détail, mais qui est significatif. Et deuxième élément, Monsieur le Président, je quitte un peu le sujet. J'estime que ces grands-messes sont un peu inutiles, mais je voulais vous interroger sur le fait que, à propos de l'écologie, il y a véritablement une fracture générationnelle. Les très jeunes générations sont absolument angoissées par le futur qui les attend, alors que les générations un peu plus mûres le sont moins. Et comment expliquez-vous cela alors qu'on prétend que la jeunesse, par ailleurs, n'a pas de conscience politique? Est-ce que ça n'est pas un peu contradictoire? Alors Emmanuel Dupuis, vous appelez Monsieur le Président, vous pouvez le répondre. Il est aussi président, donc répondez-lui, je vous réponds, Monsieur le Président. Monsieur le Président, puisque je crois que Monsieur Bilger a été magistrat. Écoutez, non, vous avez raison. Il y a d'une certaine façon une sorte de hiatus aussi dans la sociologie de ces sommets. Ces grandes messes internationales sont toujours flanquées de contre-sommets. Et accessoirement, c'est là où il y a une appétence de la jeunesse. Par exemple, quand il y a les chefs d'État et de gouvernement qui arrivent péniblement à se mettre d'accord, ce fut le cas à Rome, il y a à côté de ces sommets, des contre-sommets. On pourrait prendre d'ailleurs un exemple qui nous est là aussi très récent, le sommet France-Afrique. Oui, alors, il faut pas chef d'État. Il ne faut pas dire sommet France-Afrique. Théoriquement, il faut dire sommet Afrique-Afrique, mais il s'est néanmoins tenu à Montpellier. Bon, il n'a pas été marqué sous le sceau d'une réussite absolue. Néanmoins, il y a eu des contre-sommets où effectivement un certain nombre d'activistes, un certain nombre de jeunes se sont mobilisés. Donc je crois que c'est ça qui est important dans ces rendez-vous internationaux, c'est de se rendre compte que finalement ceux qui prennent la parole ne sont pas ceux finalement
qui sont les vecteurs ou les réponses à la demande de cette jeunesse de plus en plus engagée. D'une phrase avant de donner la parole à Françoise, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, oui. Françoise, il me semble un peu cavalier de réduire 15 jours de débat à travers des prises de parole qui ont commencé ce matin. Le président Macron vient juste de terminer sa prise de parole. On a l'impression que tout est figé, et c'est en ça que ces sommets ne servent pas à grand-chose, puisque on les fait s'arrêter à la prise de parole officielle. Joe Biden a pris la parole, le président Emmanuel Macron a pris la parole. Or, il y a 15 jours de débat. Françoise Degois. Moi, je suis d'accord avec rien de ce qui a été dit. D'abord parce que je l'ai fait, moi, je l'ai fabriqué, la COP 21. Donc, je peux vous dire que c'est pas... on peut considérer que ça sert à rien, etc. C'est faux. Ce sont toujours des moments où on rapproche des points de vue. Après, que ce soit conclusif ou pas, c'est une chose. La COP 21, c'est particulier. C'est un accord unique qui est signé par 170 pays. Alors, vous permettez, je vais citer Per Canet, le directeur du plaidoyer et des campagnes de WWF France. Je voudrais finir, s'il vous plaît. Non, mais je le cite. Ouais. Cette COP sera celle du rattrapage, car la plupart des États ont accumulé un énorme retard par rapport aux engagements pris lors de la COP 21. Mais bien sûr, mais n'empêche qu'il faut bien commencer par un pas. Et je pense qu'arriver à mettre tout le monde autour d'une table, ce qui était le cas en 2015, il y avait Xi Jinping était là, et Angela Merkel, Poutine était là, évidemment. Et donc, déjà, Erdogan avait failli faire capoter le truc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ces sommets, généralement, ne sont pas conclusifs. Mais ce sont des sommets où on peut discuter, où on peut rapprocher des points de vue, où on peut voir aussi notre force et notre influence. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, tout est important en diplomatie. En diplomatie, quand vous collez 1h30 de retard à celui qui vous attend, parce qu'il vous attend sur votre terrain, parce que c'est la réponse du berger à la bergère, parce que vous avez voulu exiger que ça soit sur votre terrain à la Villa Bonaparte, et bien voilà comment on vous répond quand on est Joe Biden, on arrive en retard. Tout ça, ça fait partie, c'est pas du folklore, c'est de la diplomatie. Mais ces sommets peuvent rapprocher des points de vue. Néanmoins, les gens peuvent se... Le problème, pour moi, il n'est pas là. Je crois pas... Quand on se demande l'ONU marche pas, demandons-nous ce que serait le monde sans l'ONU. Eh ben, je pense qu'il marcherait beaucoup moins bien. Je crois qu'on a un problème de rééquilibrage. Moi, je fais partie des gens qui pensent, par exemple, que bien sûr, 5 sièges au Conseil de sécurité, mais ça, c'est l'ancien monde. C'est le monde issu de la Seconde Guerre mondiale. Ok, il y a Chine, bien sûr, États-Unis, Grande-Bretagne, Russie et France. Je pense qu'il faut élargir le Conseil de sécurité. À partir du moment où on va avoir des pays émergents comme le Brésil, qui va pouvoir siéger, l'Allemagne, qui a le droit, l'Allemagne, c'est bon, l'Allemagne a fait sa révolution culturelle, personnelle, profonde, collective. Il faudrait déjà que tous les continents soient représentés. Voilà. Je parle d'Australie pour l'Océanie, l'Afrique du Sud ou le Nigeria pour l'Afrique. Voilà, je termine en disant vraiment ça. Je pense véritablement que si on rééquilibre déjà au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on aura une plus grande efficience de ces G20 qui, pour moi, je le redis, ne sont pas inutiles. Et puis le 5 novembre, là où je rejoins notre invité, Emmanuel, bien sûr, le 5 novembre, Greta Thunberg appelle à manifester et ça va être assez gigantesque, je pense, à Glasgow. Mon propos n'était pas de minorer l'importance des COP, mais de dire que ces sommets internationaux ne répondaient plus au but initial qui les avait créés, dans le sens où on discute de toute une multitude de sujets, mais pas l'agenda qui est prévu. L'exemple a été caractéristique à Rome. On a davantage parlé de la brouille. Du G20. On a davantage parlé de la brouille. On parle des COP, vous passez de la COP au G20. Non, parce que Philippe m'a interrogé sur les deux. Ah ouais, oui, ça n'a rien à voir. En fait. J'ai pas dit que la COP était inefficace. J'aurais plutôt tendance à dire que la COP de Coming sur la biodiversité a été d'une redoutable efficacité. Je suis d'accord avec vous, absolument. La preuve en est que la Chine n'est pas à vilipender parce qu'elle fait le mort, j'allais dire, en tout cas fait abstraction de sa présence. Non, mon souci était de dire, mon propos, que ces grandes messes internationales finalement servent à régler des problèmes qui ne devraient pas être réglés là. Le problème sur la pêche entre Boris Johnson et Emmanuel Macron... C'est l'Europe qui doit le régler, c'est une compétence européenne. Et la meilleure preuve en est, c'est qu'Ursula von der Leyen a dit raison à Boris Johnson. En disant, mais c'est pas à Rome qu'on va traiter un problème qui devrait se traiter au niveau du Conseil européen. C'est ça que je voulais dire. Oui, vous avez raison. Pierre Licia. D'accord, Emmanuel. Moi, j'aurais envie de dire que je suis un peu entre vous deux, finalement, parce que je considère que ces grands sommets, ces grands raouts, ces grandes messes internationales ne débouchent pas forcément sur grand-chose, mais qu'elles sont indispensables. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Si vous le dites pas dans le micro, on n'entend pas. Donc on est d'accord tous les deux. On est certainement d'accord. Ça reste à... Mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que je dis ça ?
pendant la guerre froide, les relations internationales étaient institutionnalisées, politiquement institutionnalisées. Il y avait deux grands blocs, peut-être trois avec les non-alignés, mais deux grands blocs, et les relations internationales se jouaient à travers les rapports de force au sein de ces deux grands blocs. La fin de la guerre froide fait qu'on se retrouve dans une sorte de multilatéralisme qui est en réalité une joyeuse anarchie internationale. Et c'est ça les relations internationales à la base. Sans la guerre froide, sans cette parenthèse guerre froide, les relations internationales, c'est ça. C'est de l'anarchie permanente. Et donc ces grands forums, que ce soit l'ONU, que ce soit le G20, que ce soit la Confédération, le sommet de je sais pas quoi, tous les sommets internationaux mondiaux ou régionaux au sens continental du terme, permettent finalement à des pays de pouvoir, en tout cas des États, de pouvoir discuter entre eux et éventuellement d'aboutir sur des résolutions. Et on parlait de la COP 21 par exemple. On peut très bien dire que, alors que ce soit 26, COP 21, peu importe, on peut très bien dire que oui, mais regardez Trump, il est parti, que les Chinois n'y assistent pas cette fois-ci, que la Russie non plus. Mais Biden est revenu. Quoi qu'il en soit, les textes, j'allais dire, créent un précédent, font jurisprudence dans les relations internationales, et que vous soyez signataire de ces accords ou que vous soyez en dehors de ces accords, ça structure malgré tout les relations internationales. Et donc certes, chaque grand sommet ne permet pas d'aboutir sur quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, il n'y a pas de police internationale, il n'y a pas de gendarmerie internationale, il n'y a pas d'État supranational qui va coordonner les relations. Donc acceptons que dans cette joyeuse anarchie, il y a des cénacles de discussion et ces grands sommets en font partie. Emmanuel Dupuis. Exactement, je suis d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur un point, c'est qu'il faudra toujours des grands sommets internationaux. Ce qui change, c'est ceux qui en assurent le leadership ou la préséance. Exact. Et c'est ça dont il est question. Le président chinois ne s'est déplacé qu'une seule fois depuis janvier 2020 pour un sommet qui le concerne au premier chef, l'Organisation de coopération de Shanghai. Ça s'est déroulé en septembre à Dushanbe. Ça veut dire qu'il y a sans doute un shift, comme diraient les anglo-saxons, de l'Est vers l'Ouest, de l'Ouest vers l'Est, où un certain nombre de nouvelles organisations, un certain nombre de nouveaux formules de négociation bilatérales, régionales ou multilatérales, dans une dimension moins large que les 195 pays de l'ONU, sont en train d'émerger. Et c'est ça qui nous pose problème. C'est que nous avons perdu la capacité d'influer. La meilleure preuve en est, c'est que Joe Biden a appelé, il y a quelques jours, à la tenue le 9 et le 10 décembre, d'un nouveau sommet dont on voit très très mal les contours, un sommet qui s'appelle l'Alliance des démocraties, Summit for Democracy, où il voudrait rassembler les démocraties libérales contre ceux qui sont en train de se fédérer de l'autre côté. Non, mais ceux qui se fédèrent, c'est vers le Pacifique. Mais c'est uniquement tout ça est adressé à la Chine, vous comprenez? C'est ça le problème. La Chine et la Russie. Et la Turquie. Mais les États-Unis essaient de reconstituer leur sphère d'influence telle qu'ils l'avaient avec l'OTAN et qu'ils l'avaient pendant la guerre. Bien sûr, mais la Chine, bien sûr, mais vous n'imaginez pas des accords durables entre tous ces pays-là. Bien sûr, il y a la Russie, mais évidemment que c'est l'obsession chinoise, l'obsession absolument paranoïde, attention, parce que les gens traitent ça comme un petit sujet. Moi, je trouve ça très inquiétant. La gradation et la dégradation des relations entre les États-Unis, je parle même pas de Poutine, je mets Poutine à part, l'Iran, etc., ça m'intéresse pas, c'est pas des alliances durables. Mais la dégradation, les alliances vraiment durables, c'est Chine et Russie qui votent en permanence de la même manière au Conseil de sécurité de l'ONU. Ok, la dégradation entre les États-Unis et la Chine est quelque chose qui est, vous l'accorderez, extrêmement anxiogène, avec l'idée que vous avez des faucons, absolument, à la Maison-Blanche, qui considèrent que la guerre est une option. Voilà, imaginez qu'il y a des gens qui considèrent que la guerre avec la Chine est une option. Et notamment au sujet de Taïwan, dont on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr. Il y a des faucons partout. Il y a un certain nombre de faucons qui considèrent que l'option militaire vis-à-vis de l'Iran est aussi une option. D'accord. Chez les démocrates, et ça a commencé avec Obama, pardon. D'ailleurs, les faucons sont avant tout chez les démocrates. Non, mais un point pour... Non, n'exagérez pas non plus. Ils sont avant tout. Ils sont aussi chez les démocrates. Ils ont démarré chez les démocrates. Je veux dire, l'interventionnisme américain, c'est avant tout avec les démocrates. Les opérations militaires, la guerre du Vietnam, c'est les démocrates qui l'ont développé, les Américains qui l'ont terminé. Plus récemment, le surge en Irak et en Afghanistan, c'est pas des républicains. En tout cas, ça commence. Le boxon avec la Chine commence avec Barack Obama. Alors, continue. Non, mais moi, soyons d'accord là-dessus. Là-dessus, il y a un point qui est quand même très important, ça rebondit à la première question. Je pense qu'il faut toujours inventer des lieux de médiation et de facilitation. Ce qui est important, c'est que
et c'est la réponse à la question de Philippe, c'est qu'il n'y a aucune instance internationale où on pratique la polygouvernance. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas invités à la table de négociation. Je ne parle même pas des États. On a parlé tout à l'heure de l'élargissement nécessaire du Conseil de sécurité. Mais je parle d'une instance dans laquelle... Vous êtes d'accord avec ça? L'élargissement nécessaire. Mais moi, en membre permanent, parce qu'il est élargi en permanence. Mais moi, je vais plus loin. Je dis qu'au niveau de l'ONU, il ne faut pas avoir que des représentations étatiques. Il faut avoir des regroupements... Des citoyens, alors. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Des fédérations d'employeurs. Il faut avoir des villes, des métropoles. La meilleure preuve en est. Moi, je suis à fond là. Vous dénaturez le fonctionnement même. On va donner la parole à Philippe Bilger, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Philippe Bilger, vous êtes pour vous qu'il y ait autre chose que des États-nations au Conseil de sécurité de l'ONU? Moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait des citoyens dans la mesure où je les aime bien partout. Alors, le problème, mais je ne sais pas si... J'ai cru comprendre que Pierre considérait que le processus serait dégradé. Je n'en sais rien. Au moment même, c'est la présence des citoyens qui avec la mer et les gêné. poissons, il faut accepter que ça ne vaille plus grand-chose à la fin. Voilà, c'est tout. Déjà que l'ONU aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui serait une Assemblée Générale de citoyens avec des droits de décision. Vous savez, ça nous amène loin dans l'enthousiasme. Les États européens ont du mal à se soumettre à ce pourquoi ils ont accepté de soumettre à leur Parlement avec des représentants élus. C'est pas pour qu'en plus ils aillent se soumettre à des résolutions de citoyens qui viennent de je ne sais où, qui sont tirés au sort ou élus, je ne sais pas. Le mot de la fin. Vous pouvez avoir des élections mondiales. Au sein des Nations Unies. Imaginez des élections mondiales. Vaste programme. Le mot de la fin, Emmanuel Dupuis, en 30 secondes. S'il vous plaît. Je me permets de préciser, peut-être que j'ai été mal compris. J'ai pas dit qu'il faudrait qu'il y ait une assemblée de citoyens. Ah si, moi je le dis. Il y a des choses qui ont été... Emmanuel Dupuis. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui de toute façon est perclue d'une action de lobbying intense tout le temps, il me semblerait plus juste que des fédérations d'employeurs ou des syndicats ou des représentations culturelles et leur mot à dire dans les procès. En tant qu'organisation non gouvernementale. On a terminé. Oui, mais c'est autre chose. Soit le statut des OING, Organisation internationale non gouvernementale. Là, je dis autre chose. Je dis que le fonctionnement de l'ONU. Siège à l'Assemblée. Je dis que le fonctionnement de l'ONU mériterait qu'au lieu de toujours focaliser sur un multilatéralisme qu'on va élargir à des nations qui n'ont pas jusqu'à présent siégé au niveau du Conseil de sécurité, d'avoir d'autres acteurs, d'autres voix. Verdict sur Twitter, G20, COP26, les sommets internationaux servent-ils à quelque chose? Pour le moment, vous êtes 3,1% à dire oui sur Twitter. 0,1% de progression. C'est quand même la preuve que ça évolue. On passe à 3,4 là. Ça a bougé 2 fois d'un coup. Dans quelques instants, la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Ça vous va, les amis? Surtout quand on sait de quoi elle parle. Et ben c'est parti.